le Shulchan Aruch, compagnon de chaque jour des Juifs du monde entier. Qui peut écrire une œuvre d'une telle intensité, d'une telle puissance et surtout d'une telle vitalité qui traverse les âges, qui 5 siècles après sa rédaction est encore étudiée, commentée, enseignée? Il s'appelait Rabbi Yosef Karo. Nous l'appelons tout simplement Maran, notre maître par excellence. D'autres l'appellent le Mechaber, l'auteur, parce que son génie, qui était capable d'arriver à compiler, résumer toute la loi juive pour nous la présenter accessible à chacun, est hors du commun. Comment est-il arrivé à réaliser ce projet hors du commun? C'est ce que nous découvrons ensemble aujourd'hui. Yosef Karo est né en 1488 dans la ville de Tolède, dans cette Espagne qui avait offert ses plus belles années au judaïsme dans ce que l'on appelle l'âge d'or du judaïsme espagnol. Un pétillement intellectuel qui a produit les sages les plus brillants, sur le Rambam, Maïmonide, mais aussi Rabbi Chasdai ben Shaprut, Rabbi Shlomo ben Gabirol, Rabbi Chasdai Kreskas. Des sages de la Torah, mais aussi des scientifiques, des astronomes, des mathématiciens, des grammairiens, des poètes, des musiciens. Mais cette si belle période trouvera une fin tragique dans la nuit du 9 av 1492. En effet, s'applique alors l'édit d'expulsion des Juifs d'Espagne, signé par la main d'Isabelle la catholique et Ferdinand d'Espagne. Les Juifs, parmi eux la famille Caro, se retrouvent sur les routes de l'exil. Pour beaucoup, ils vont se retrouver dans la ville de Lisbonne, au Portugal. Mais le répit est de très courte durée. 4 ans à peine plus tard, alors que Rabbi Yosef Karo, qui avait quitté l'Espagne il y a 4 ans, en a à peine 8, Manuel Ier se marie avec Isabelle d'Aragon. Et dans les clauses du mariage figure l'ordre d'expulsion des Juifs du Portugal et l'autorisation à l'Inquisition de s'établir à Lisbonne même. Rabbi Yosef Karo se retrouve sur les routes avec sa famille, ils vont s'installer cette fois-ci au Caire. Là-bas, il étudiera avec son père, Rabbi Ephraim Karo, que Rabbi Yosef estime beaucoup. Il le citera à de nombreuses reprises dans ses ouvrages. Mais beaucoup trop tôt, Rabbi Yosef se retrouve orphelin. Il perd son père et il n'a d'autre choix que de continuer son périple pour aller dans la ville de Constantinople, la future Istanbul en Turquie. Là-bas, il est accueilli par son oncle, Rabbi Yitzhak Karo, qui est un des plus grands sages de l'époque. Déjà, cet enfant est hors du commun. Il a bien sûr une intelligence brillante, une mémoire phénoménale, mais surtout une assiduité hors du commun. Il ne s'arrête pas d'étudier. Il est déjà promis aux plus hautes destinées. C'est la raison pour laquelle on lui propose la fille de Rabbi Chaim ben al-Balag, qui est le rav de la ville d'Adrianople. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yosef Karo va s'établir dans cette ville. Il y ouvre là-bas une première yeshiva et rencontre un de ses élèves les plus proches, qui s'appelle Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz. Son nom ne vous est peut-être pas étranger, pour la raison toute simple que vous récitez, chantez tous ensemble une de ses plus belles œuvres qui s'appelle Lecha Dodi, chaque vendredi soir pour accueillir la reine Shabbat. Et c'est là que prend place un des événements les plus surprenants de l'histoire de Maran à Beth Yosef. Nous sommes le soir de Shavuot, 1533, et Rabbi Yosef Karo, entouré de ses élèves, étudie. Lorsque minuit sonne, quelque chose d'incroyable apparaît. Une voix qui n'est pas la voix du Beth Yosef, qui n'est pas la voix de Rabbi Yosef Karo, jaillit de sa gorge. Et une voix puissante, parfaitement articulée, parle à tous les élèves. Et les félicite pour leur étude en cette nuit du don de la Torah. Elle leur dit, alors que bien d'autres dorment, vous étudiez avec une vitalité, avec un amour de la Torah incroyable. Gloire à vous. Irzartem atara le yoshna, vous avez fait revenir la couronne à sa place. Et je vous félicite et vous encourage à continuer encore et encore. Il est juste peut-être un petit peu dommage que vous n'ayez pas été un minyan, un quorum de 10 personnes, parce que l'influence dans les mondes supérieurs aurait été encore supérieure. Les élèves sont frappés par l'apparition de cette voix qu'on appellera plus tard la voix du Maguide, celui d'une force spirituelle qui relève de la prophétie, qui s'exprimait à travers la voix du Beth Yosef. Lorsque les autres élèves de la yeshiva qui ne s'étaient pas associés à cette étude arrivent le matin, ils leur racontent ce qui s'est passé. Les autres sont désespérés, ils s'arrachent les cheveux. Comment avons-nous pu manquer un tel événement où une voix du ciel venait nous dire comme quoi notre étude était montée jusqu'aux cieux? Alors voici ce qu'ils décident de faire. Le deuxième soir, puisqu'on est en dehors de la terre d'Israël, il y a 2 soirs de Shavuot.
tous les élèves du Beth Yosef se rassemblent autour de lui. Ils étudient, peut-être avec l'intention d'étudier toute la nuit, mais déjà dès le début de la nuit. Alors qu'ils ont juste étudié du Chumash, ils étudient tout le Sefer Devarim, tout le dernier livre de la Torah, ils arrivent à la paracha de Kriyat Shema. Et lorsqu'ils disent Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, la voix rejaillit à nouveau et les félicite pour la puissance de leur étude, pour la beauté de cette étude qui fait retrouver sa gloire au peuple d'Israël. Elle leur dit, si vous voyez simplement le feu qui vous entoure, ce feu de la sainteté de la Torah. Elle lui dit, c'est la raison pour laquelle je vous encourage à développer encore votre influence et la grandeur de cette sainteté en montant en terre d'Israël. C'est ici le premier germe du projet de Rabbi Yosef Karo d'aller s'installer en terre d'Israël. Nous sommes en 1536 et le projet du Beth Yosef se réalise enfin. Il arrive à venir en terre d'Israël et à s'installer dans la ville de Tzfat, Safed dans le nord. Cette ville est à l'époque une ville hors du commun. Essayez de vous imaginer l'ambiance qui régnait à Tzfat dans ces jours-ci. Dans une rue, vous aviez Rabbi Yosef Karo, le futur auteur du Shulchan Aruch. Dans la rue de derrière, vous avez le Harizal, le maître de la Kabbale. Dans la troisième rue, vous aviez Rabbi Moshe Alsher, celui qui écrira le commentaire du Alsher HaKadosh, celui qu'on appelle le Saint Alsher. Dans la rue encore derrière, vous avez Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, l'auteur du Lecha Dodi. C'est donc une ville où la sainteté est palpable. Là-bas, Rabbi Yosef Karo va aller étudier chez Rabbi Yaakov Berav et va participer à un projet révolutionnaire dans l'histoire du peuple juif. En effet, à l'époque du Talmud, chaque maître donnait la smicha, donnait l'imposition, il transmettait le titre de Rav à son élève. Les rabbanim, ce qu'on appelle rabbi dans la Mishnah, dans le Talmud, avaient la possibilité de faire partie du Sanhédrin. Ensuite, aux persécutions romaines, la smicha a été interrompue. Et les rabbanim étudient, mais n'ont pas la force législative des sages de l'Antiquité. Rabbi Yaakov Berav veut renouveler la smicha. Il veut renouveler cette attribution de titre de rabbi. Pourquoi ? Comprenez bien, nous sommes en 1538. Et dans le monde, il y a des milliers de maranes, de milliers de juifs qui ont été obligés, très souvent sous la torture, d'abjurer leur foi. Ils ont été obligés de se convertir au christianisme. D'après la loi, il est difficile d'arriver à les critiquer. Mais toute personne qui s'est convertie à une autre religion serait passible de karet, d'une peine de retranchement spirituel. Rabbi Yaakov Berav veut arriver à réouvrir un nouveau Sanhédrin qui pourrait libérer ces maranes de la peine qui les menace. C'est la raison pour laquelle il cherche à renouveler la smicha. D'un autre côté, les rabbinim vont s'opposer à ce projet. Parmi eux, Rabbi Levi ben Chaviv qui était le grand rabbin de Jérusalem. Mais alors que la discussion va faire rage, Rabbi Yaakov Berav va nommer 4 rabbinim. Parmi eux, le premier, son élève le plus brillant, Rabbi Yosef Karo, bien sûr. Le second, Rabbi Moshe Mitrani. Ensuite, Rabbi Moshe Cordovero, celui qu'on appellera le Rémak, qui sera un des plus grands kabbalistes de Safed. Et enfin, Rabbi Yosef Sagis. Rabbi Yosef Karo habite donc à Safed. Et il établit là-bas une yeshiva qui était connue en fait aujourd'hui encore comme le Bet HaKnesset, la synagogue de Rabbi Yosef Karo. Dans l'étage d'en haut, il y avait la yeshiva de Rabbi Yosef Karo, dans laquelle il a étudié pendant des années, enseigné pendant des années. Rabbi Yosef Karo est nommé comme le Av Bet Din, le président du tribunal rabbinique de Safed. Pour bien comprendre la situation, Safed est la ville où siègent les plus grands sages d'Israël. Donc en fait, le Bet Din, le tribunal de Safed, l'adresse vers laquelle sont dirigées les questions les plus difficiles d'Israël et souvent du monde entier. Pendant ce temps-là, Rabbi Yosef Karo poursuit son projet. Pendant ce temps, alors qu'il enseigne, siège au tribunal rabbinique, Rabbi Yosef Karo, depuis déjà des années, poursuit un projet hors du commun. Celui d'écrire un recueil qui résumerait, compilerait toutes les lois qui concernent la vie juive. Mais il est tellement occupé à enseigner, tellement occupé à trancher la loi au tribunal, qu'il se dit, est-ce qu'il ne serait pas plus juste d'arriver à pouvoir m'occuper exclusivement de mes livres ? Qui dit que j'aurai le temps de mettre un point final à ce projet ? Le Maguil lui répondra et lui dira, écoute, occupe-toi de réaliser les mitzvot comme elles doivent être faites. Tu as besoin d'enseigner. Le peuple d'Israël a besoin d'enseigner. Cette notion-là de Zikouï Arabin, d'arriver à diffuser la Torah, est essentielle. Occupe-toi de ce que tu as à faire et moi je te promets que tu arriveras à réaliser ton projet jusqu'au bout. Au début, Rabbi Yosef Karo travaillait un jour par semaine,
où il gagnait l'argent nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille pendant toute une semaine. Et puis par la suite, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de travailler autant. Alors il se suffisait de travailler seulement un jour par mois. Puis par la suite, il travaillera encore moins. Jusqu'au moment où un jour, alors que c'était le jour où il devait travailler, il est arrêté par une noble de la ville de Safed qui lui dit comme quoi son mari était un grand homme d'affaires, était extrêmement riche et il achetait toutes sortes de choses dont beaucoup étaient entassées dans un entrepôt. Et maintenant il vient de décéder. Et elle lui dit « Est-ce que tu voudrais pas ? J'ai toutes sortes d'objets, je ne sais pas exactement ce qu'il a gardé là-bas, il y a des épaves, il y a des morceaux de métal, est-ce que tu voudrais les acheter ?» Elle dit tout d'abord il y a de la tôle, est-ce que ça t'intéresse ? Yosef Karo lui dit « Ok, je peux acheter, on va les revendre. » Alors il dit, à part ça, il y a de la tôle recouverte, il y a des espèces de grands contenants en tôle recouverts de plomb. Est-ce que tu voudrais les acheter aussi ? Yosef Karo se dit, il y a quelques ferronniers ici à Safed, on peut peut-être leur revendre, mais bon là ils auront du plomb pour des dizaines d'années à venir. Il dit, bon c'est pas grave, j'achète aussi. Alors il rentre à la maison et il souhaite faire fondre le plomb pour le revendre à part. Et il se rend compte que sous une fine couche de plomb, en fait, ces contenants sont remplis d'or. Il y a ici un trésor incroyable. Il est saisi, il se dit, mais cette pauvre dame, qui n'était pas si pauvre, m'a vendu ici un trésor. Elle ne le savait pas. Il y a ici une erreur. Il y a ici ce qu'on appelle Mekartaout. Il y a un embryon de mensonge. Alors il retourne la voir, il court chez elle, il lui dit, madame, il faut que je vous parle. Il dit, ah non, je ne veux pas vous parler. Vous avez acheté le produit, vous avez acheté la marchandise, je ne veux plus vous voir, c'est terminé. Il lui dit, mais non, mais il y a de l'or, vous comprenez, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus vous revoir. Il dit, mais vous êtes en train ici de perdre un trésor. Il dit, ce qu'il y a, ça ne m'intéresse, je ne veux plus vous voir, c'est un cadeau, prenez, et juste ne revenez pas. Yosef Karo voit qu'il ne peut pas discuter, il ne sait plus quoi faire. Alors il va voir un des grands décisionnaires de la ville de Safed qui s'appelait le Radvaz, Rabbi David ibn Zimra. C'est comme ça que racontait l'histoire Rav Mordechai Eliyahu, l'ancien grand rabbin d'Israël. Et il lui pose la question, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire ? Radvaz dit, écoute, du ciel, on t'a envoyé un trésor. Elle a dit comme quoi elle te faisait cadeau. C'est à toi. Yosef Karo dit, je ne suis pas tranquille. Ça ne me suffit pas. Alors, le Radvaz va établir un beddin avec les 3 plus grands sages de la ville de Safed. Il y a tout d'abord le Radvaz humain, Rabbi David ibn Zimra, mais aussi Rabbi Moshe Alcher, et enfin, le Haré Akadosh. Et les 3 ensemble vont discuter, et ils vont dire à Rabbi Yosef Karo, Hachem t'a envoyé un trésor pour que tu puisses nourrir ta famille sans aucun souci du lendemain, pour que tu puisses t'occuper des projets qui sont l'avenir du peuple juif. On voit ici une bénédiction très particulière qui a accompagné Rabbi Yosef Karo. Pourquoi ? Parce qu'il a un projet incroyable. En effet, Rabbi Yosef Karo a un projet tout simplement révolutionnaire, un projet monumental, un projet incroyable qui ferait peur à n'importe qui. Il l'a commencé à l'âge de 34 ans, dans la ville d'Adrianople. Et il poursuivra ce projet pendant plus de 32 ans. Ce projet s'appelle le Beth Yosef. De quoi s'agit-il ? En effet, pendant des siècles, les Juifs ont étudié le Talmud. Le Talmud, en fait, c'est une tranche de vie, des discussions qui avaient lieu dans les maisons d'études de Jérusalem ou de Babylone, dans la ville de Soura, dans la ville de Pompédita. Les sages ont discuté, apporté des hypothèses qu'ils ont par la suite démontées, des arguments, des contre-arguments. Et de ces discussions foisonnantes est sortie la halacha, qui n'est parfois pas toujours explicite. Maintenant, d'arriver à trancher le mode de vie à suivre à travers le Talmud, c'est extrêmement compliqué. Rabbi Yosef Karo va ici se lancer dans un projet tout simplement monumental. Sur son ouvrage qu'il appelle Beth Yosef, qui est basé sur le Tour, sur le Arba Tourim de Rabbi Yaakov ben Asher, il va avoir une approche extrêmement fondamentale. Tout d'abord, première chose, quelles sont les sources talmudiques de chacune des décisions. Ensuite, avec le temps, toutes sortes d'opinions sont apparues, parfois contradictoires. Il décide de trancher la halacha, trancher la loi. Comment va-t-il faire ? Il va se baser principalement sur ce qu'il appelle les 3 piliers de la halacha. Le premier, c'est le Rambam, Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon. Deuxième, c'est le Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, autre grand décisionnaire séfarade, qui a recueilli toutes les lois qui sortaient de chaque texte du Talmud. Enfin, le troisième, c'est le Tour, le fils du Rosh, qui lui aussi a rassemblé toutes les lois de son côté. Tout d'abord, il discute les arguments de chacun. Et
voit quels sont les arguments les plus puissants. Et enfin, très souvent, il tranche selon la majorité de ces 3 décisionnaires. Et c'est comme ça qu'il va étudier halakha après halakha. Tout au long du tour, il ramène les sources, il discute les arguments, parfois dans de très longs développements, et il tranche la halakha. Le joyau de la couronne de cet ouvrage Beth Yosef, qu'il va mettre 32 ans à rédiger, qu'il a commencé à Adrianople et qu'il conclura à l'âge de 66 ans à Safed, c'est le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, comme son nom l'indique, est une table dressée. Tout le monde n'a pas la force, le temps d'étudier tous les longs développements du Beth Yosef. C'est la raison pour laquelle il établit telle une table dressée. Toute la loi prête à être consommée. De la même manière que lorsque vous arrivez devant un splendide repas, eh bien il ne vous reste qu'à vous asseoir et manger. Devant le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, il vous reste juste à ouvrir le livre et à connaître exactement la loi. Il est très intéressant de voir que, en parallèle, avec Rabbi Yosef Karo, dans la lointaine ville de Cracovie, vivait un sage qui s'appelait Rabbi Moshe Isserles, qu'on appelle le Rama, qui lui aussi avait pour objectif de rédiger un ouvrage qui résumerait toutes les conclusions halachiques. Lorsqu'il a entendu que Rabbi Yosef Karo à Safed, qui était bien plus âgé que lui, portait la dernière main à son ouvrage, le Shulchan Aruch, la table dressée, il a dit « Mon ouvrage ne sera pas une table, il sera une nappe que je déploierai au-dessus de la splendide table qu'a montée Rabbi Yosef Karo. » C'est ce qui s'appelle la Mappa, le commentaire du Rama sur le Shulchan Aruch, qui ramène toutes les coutumes et les lois pour les Ashkenazim, pour les Juifs d'Europe. Et nous pourrions nous poser la question, mais pourquoi c'est justement Rabbi Yosef Karo qui a eu le mérite de rédiger cet ouvrage de référence, et pas quelqu'un d'autre? La question en fait, trouve sa réponse dans les paroles même du Beth Yosef, qui se demande, nous savons qu'il y a eu des discussions entre Beth Hillel et Beth Shammai, et une voix est sortie du ciel qui a proclamé « Elu va'elu divrei Elokim chaim ». Les deux sont les paroles du Dieu vivant. Mais la halakha sera tranchée comme Beth Hillel, parce qu'ils étaient plus humbles, et qu'ils présentaient toujours les paroles de Beth Shammai avant eux. Et Rabbi Yosef Karo de demander, il dit, mais si on cherche la vérité, alors parce que quelqu'un est plus humble, alors on tranchera la halakha comme lui, même s'il se trompe. La vérité est chez celui qui a raison, pas chez celui qui est le plus gentil. Il donne ici une réponse tout simplement incroyable, et vous allez comprendre la portée de cette réponse qui s'applique tout simplement à lui-même. Il a dit, lorsque quelqu'un est modeste, eh bien, Dieu l'accompagne. La présence divine l'accompagne dans chacun de ses projets. Et c'est ce qui lui permet de comprendre mieux et d'arriver à savoir quelle sera exactement la halakha. Beth Hillel avait, suite à leur modestie, suite à cette douceur, une aide du ciel qui était très particulière. C'est ce qui existait chez Maran à Beth Yosef. Rabbi Yosef Karo va vivre encore de très longues années et va vivre une très belle vieillesse. Il continue à vivre à Safed, il forme de nouveaux élèves. Pourtant, les péripéties continuent à s'enchaîner. En 1564, il perd sa seconde femme. Et malgré son âge avancé, les maîtres de l'époque lui conseillent de se remarier. Il va se marier avec la fille de Rabbi Zecharia Ashkenazi, un des maîtres de la ville de Jérusalem. Et ce jusqu'en 1575, le 13 Nissan, à l'âge de 87 ans. C'est un des plus grands maîtres, une des plus grandes lumières qu'a pu produire ce merveilleux peuple qu'est le peuple juif. Enfin, le Bedek HaBeit, qui sont des annotations que Rabbi Yosef Karo souhaitait rajouter sur le texte du Beth Yosef. Il y a aussi le Maggid Mesharim qui rapporte tous les enseignements de ce fameux Maggid, de cette force spirituelle qui s'était révélée au Beth Yosef. Et puis, les Shutim, les responsables rédigés par Rabbi Yosef Karo, tout d'abord le Shut Beth Yosef, mais aussi le Shut Avkat Rochel. Mais au-delà de ces livres, il y a la Torah vivante qui a été transmise par le Beth Yosef à travers ses élèves. Tout d'abord, le Rimak, Rabbi Moshe Cordovero, qui a écrit le Pardes Rimonim, un des ouvrages de base de la Kabbalah. Un de ses élèves le plus proche, Rabbi Shlomo Alevi Alkabetz, un des kabbalistes de Safed, et auteur du Lecha Dodi, auteur du Manot Alevi, commentaire sur la Megillat Esther, et d'autres ouvrages. Aussi Rabbi Moshe Alsher, un des plus grands commentateurs de la Torah, dans son commentaire Pirouche Alsher à la Torah. Et enfin, tout le peuple juif, qui continue à étudier encore et encore, à travers les années, le Shulchan Aruch, le Beth Yosef et tous ces autres ouvrages. On raconte que 30 ans après le décès de Rabbi Yosef Karo, le Shla HaKadosh, un des grands Mekoubalim d'Europe, a fait un rêve dans lequel il a vu le Beth Yosef assis sur un trône, entouré de centaines de Talmidei Chachamim qui écoutaient son enseignement. Son visage
était empreint d'une lumière céleste. Et voici ce qu'il a entendu. Il en témoigne dans son livre. À ce moment, c'est un commentaire sur le sens profond de l'Akdoucha, le texte dans lequel le peuple d'Israël, comparable aux anges, sanctifie la royauté de Dieu. Cet enseignement ne s'arrête pas. Il continue, encore année après année. Et le Beth Yosef, le Shulchan Aroukh, restera la base de toute la halacha. Celui qui en a fait encore un monde était le Rav Ovadia Yosef. On raconte d'ailleurs que Rabbi Ovadia Yosef a été blessé à l'œil lorsqu'il était en Égypte, au Caire. Et par la suite, la plaie s'est compliquée, il a été atteint d'une maladie ophtalmique qui menaçait sa vue en fait à court terme. Pour un homme normal, devenir aveugle, c'est une catastrophe. Pour Rav Ovadia Yosef, qui ne vivait que pour étudier, écrire, diffuser la Torah, c'était un désastre. Il est allé jusqu'à Safed, sur la tombe du Beth Yosef. Et là-bas, il a commencé à pleurer. Il lui a dit « Rabbeinu, j'ai passé toute ma vie à accomplir tes décisions. Je vois comme œuvre de ma vie le fait de publier, d'enseigner et de fixer que la halakha pour les juifs séfarades en terre d'Israël, c'est ce que toi tu nous as enseigné. Alors aide-moi, je t'en supplie, intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il me protège et que je puisse continuer à diffuser ton enseignement. » Et quelques jours après, la vision a commencé à remonter et il retrouvera la vue. Le seul souvenir qui restera de cet épisode sera ces légendaires lumières sombres qui faisaient la marque de fabrique de Rav Ovadia Yosef. Le reste fait partie de l'histoire. C'est l'empreinte que le Rav Ovadia Yosef et la puissance qu'il a donnée à l'enseignement du Shulchan Aroukh et de Rabbi Yosef Karo, qu'il a vu comme la référence de la halacha pour les juifs séfarades. En revuant ensemble la vie de Rabbi Yosef Karo, on se rend compte que son amour infini de la Torah, sa ténacité, sa volonté inlassable lui ont permis d'écrire une œuvre qui dépasse les temps. Une colonne de lumière qui atteint l'éternité. Alors, étudiez son œuvre. Priez, allumez une bougie en son souvenir et que le mérite du tzaddik nous protège à tous. Zchuto yagen alenu, kol tov.